go. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours nous accompagner. Nous sommes toujours heureux d'être avec vous parce que vous nous suivez et vous êtes aussi sur toutes nos plateformes et vous réagissez, vous interagissez et cela nous plaît beaucoup. Merci de votre accompagnement, merci pour votre disponibilité et merci pour votre soutien. Ici, au niveau de African TV, partenaire de Gadi Malien, nous vous tenons en compagnie à travers nos différentes thématiques concernant l'actualité, tant au niveau africain qu'au niveau de chaque pays africain. C'est dans ce cas de précis qu'aujourd'hui, on va changer de thème. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé de la crise du carburant. Vous nous avez suivis. Aujourd'hui, on va sortir de la crise et passer à une étape d'espoir, celle de la rencontre qui a permis une entente entre la société Barrick et l'État malien qui se sont mis d'accord pour aider à gérer cela. Et donc, ça va nous aider à réfléchir davantage la nécessité, l'importance des mines dans nos États et la responsabilité qui est celle de nos États également. Comme nous, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore entièrement produit ici en Afrique, alors comment on coopère avec ceux qui viennent en produire sur place. Deuxième point, nous allons également parler de première année écoulée du Premier ministre, son Excellence Abdoulaye Maïga. Il a donc une année, ça a déjà fait traîner les plumes, mais à notre niveau, on a trouvé utile d'en parler. Effectivement, avec nos différents panélistes, d'apprécier cela. Aujourd'hui, vous avez donc avec moi, que vous connaissez déjà, votre humble serviteur Monoko Toali. À ma gauche, l'artiste, l'homme de la culture, l'homme de l'artisanat. Avec son habillement, son accoutrement, on n'a pas besoin d'en parler. Lui, il se présente par sa posture. Il s'agit donc de Samba Touré. Samba Touré, merci d'être venu. Merci, M. Monoko. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à African TV et Gandhi TV. C'est Samba Bouarafa, comme d'habitude. Voilà, nous allons essayer d'intervenir sur ces deux points que vous avez évoqués. Voilà, pour essayer de partager et vraiment de bien apprécier. Merci. De l'autre côté, à ma droite, cette fois-ci, on a éloigné, on a été stratège. On l'a éloigné de l'autre côté. C'est effectivement Baba Boubacar Keïta qui est de la maison désormais de African TV. Il nous a toujours manifesté sa disponibilité. Baba, merci d'être venu. Et merci, M. Mounako Toali. Oui. Et M. Touré, bonjour. Et chers téléspectateurs, je tiens à vous saluer pour votre fidélité. Et permettez-moi de saluer aussi le personnel de African TV, qui est un partenaire privilégié de Gandhi TV aussi, qu'on salue de passage. Donc nous sommes ravis, personnellement, d'être sur ce plateau, et qui est très free, qui est très libre, qui est très, très riche aussi et varié, et d'échanger sur des questions d'intérêt national. Et notre présence, tant que nous sommes disponibles, ne fera pas défaut. Merci, ça ne fera pas défaut, mais cette fois-ci, je vais faire violence pour en parler. Mon nom, c'est Monoko Toali. Monoko Toali. Pas Monaco, parce que là, Monaco, il ne faut pas que je vais... Mais on va voir ce petit français qui traîne partout, alors que c'est le panafricain qui est là. Alors, je corrige alors, Monoko. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Ce que je voudrais dire ici, c'est que on a eu les informations des dernières rencontres qui ont sanctionné au moins sur quelques années de crise, parce que la crise qui a eu lieu entre l'État malien et la société minière d'exploitation minière Barrick,
c'était, je crois, 2023. Ça a donc traîné jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, un dénouement a eu lieu, on en a parlé officiellement. Et nous, c'est la première fois ici, comme les choses se sont passées il n'y a pas encore 70 heures de plus. Alors, Baba, Oui. vos premières impressions quand on voit que ceux qui étaient hier des antagonistes se retrouvent et au micro, ils nous parlent de satisfaction de part et d'autre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Donc je crois que les différends entre le Mali et la société canadienne a commencé avec le nouveau code minier. Le nouveau code minier qui avait pris des nouvelles dispositions. Donc ça a créé un tollé entre les deux partenaires qui sont l'État et Barrick. Donc jusqu'à ce qu'il y ait quand même des plaintes au niveau international. Mais il a été demandé à ce que les deux partenaires s'entendent de façon mutuelle. Et donc dans cet état de fait, l'État malien et cette grande société minière, l'une des grandes sociétés maliennes qui exploite l'or au Mali ici, donc on peut avoir un protocole d'entente ou bien un protocole d'accord qu'ils ont signé hier, je crois, pour pouvoir travailler. Donc cela est une bonne chose, non seulement pour l'État malien, mais c'est une bonne chose pour Barrick aussi, qui va continuer son exploitation et davantage. Et c'est une bonne chose aussi pour la population et pour les emplois qui étaient menacés. Donc ça va permettre quand même de renouer ces emplois-là et quand même de continuer le travail. Et ça, c'est une bonne chose. Donc je crois que quand il y a des différends et que les gens se mettent à table et que les gens mettent en avant la négociation, donc ça peut aboutir à des bonnes augures. Et c'est des choses à encourager. Moi personnellement, quand je l'ai vu, j'étais très ravi, car un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, quoi. Souvent, c'est ce que les hommes d'affaires disent, même si nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Donc il y a eu ce bon arrangement entre notre État, qui a d'ailleurs eu la part du lion, hein, parce qu'on peut dire que c'est une victoire pour l'État malien, donc qui va gagner des milliards par rapport à ça, et qui peuvent être investis dans d'autres secteurs. Je crois que la question minière doit être mise au centre de nos préoccupations, parce que nous sommes un pays qui a plusieurs mines. Oui, on arrivera, Voilà, Baba, donc, mais ça c'était déjà comment voilà. votre première impression. Tout à fait. Et l'artiste Samba, voilà, c'est vous qui, avec votre statut de l'homme de la culture, l'homme de l'artisanat, vous sillonnez partout, vous êtes à la fois, vous maîtrisez aussi le tourisme. Voilà. Deux parties se sont mis d'accord pour dire que bon, on va enterrer la hache de guerre. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Bon, dès qu'on part d'accord, nous, ça ne peut être que quelque chose vraiment de bien, de bon. Donc voilà un peu. Donc quand on voit bien que Barrick est une très grande société, c'est une très grande entreprise, pas seulement au Mali, mais au monde. Si cette entreprise a trouvé des problèmes dans son exploitation dans un pays comme le nôtre, le Mali, et surtout avec notre actuel gouvernement, jusqu'à la suspension de ces activités durant plusieurs mois. Donc on allait vers les 2 années, plusieurs mois d'ailleurs. Donc si toutefois on vient d'apprendre qu'il y a eu un nouvel accord, donc on ne s'entendait pas à ça, parce que d'après les informations, le gouvernement allait prendre tout le contrôle. Il avait le contrôle, mais il allait prendre tout le contrôle pour pouvoir l'exploiter lui-même. Donc quand on dit qu'il y a maintenant un nouveau accord, qu'il y a de l'attente entre Barrick et le gouvernement, donc nous sommes ravis, on l'apprécie de l'effort consenti par les deux parties. D'abord pour l'État malien, c'est lui, son État, c'est son territoire. Donc ensuite pour Barrick aussi, parce qu'on voit que s'il y a l'accord, c'est que les deux parties ont fait des concessions. Donc chaque partie a fait des efforts. Donc nous les applaudissons vraiment pour cet effort conjugué et pour essayer de trouver un terrain d'entente. Après tout, l'entreprise Barrick, c'est les Maliens qui y travaillent en majorité. Donc nous sommes contents, d'autres Maliens vont retrouver leur boulot. Ils vont continuer à travailler. Et l'État malien aussi va recevoir ce qu'il avait demandé. Donc c'est-à-dire c'était le conflit tourné autour de la mise en temps, non seulement, comme l'a dit M. Baba, pour le nouveau code, l'application du nouveau code. C'est-à-dire ce code-là demande
une augmentation du pourcentage de l'État malien et surtout d'autres procédures que, bon, les experts en diront plus. C'était pour toujours l'exploitation, ainsi de suite. Donc, des pénalités ou autres comme ça et des taxes de la réclamation. Donc, nous voyons autour du commentaire, autour de l'accord, que l'État est gain de cause et déjà que le société Barrick a déjà versé quelque chose et qu'il compterait verser en tout quelque chose. Et d'après le commentaire des représentants de Barrick, donc eux-mêmes ils sont contents, ils veulent très vite commencer. Ils souhaitent le commencer très prochainement. Et voilà, donc nous sommes contents, on l'apprécie et nous saluons les efforts conjugués à cette fin. Bien, ils ont même dit que, le représentant a même dit que d'ici décembre, janvier, ben comme on a dit, décembre va être là bientôt, il dit jusqu'au mois de janvier, si en interne, techniquement, c'est qu'ils sont, quoi, si ils se sont mis d'accord, si ça, techniquement c'est géré, ça pourrait être début janvier, c'est ce qu'il avait dit. Et d'ici là, Baba, mais ça prouve aussi que les plus hautes autorités de la transition ont quand même eu ce courage de dire, mais voilà la part de l'État. Et que l'État, par rapport à telle situation, mérite ceci. C'est quand même une victoire, Baba, n'est-ce pas? Oui, non, c'est vraiment une victoire. Et c'est le lieu aussi quand même de féliciter et de saluer nos autorités qui ne se sont pas laissés faire dans cette affaire et qui ont assumé toutes leurs responsabilités et tous les rôles qu'ils devraient jouer pour que alors l'État puisse être gagnant dans cette affaire-là. Et c'est cela qu'il faut. Donc l'État quand même doit faire de telle sorte qu'à chaque fois que nous sommes dans des interactions avec les autres, de faire de telle sorte que l'État sorte gagnant. Et c'est très important. Et ça va augmenter les recettes de l'État et ça va créer aussi davantage beaucoup d'autres emplois. Et c'est ce qui est très bien. Donc c'est notre or et c'est notre terre. Et sur ça, nous devons quand même affirmer notre souveraineté. On ne doit pas accepter tout ce qu'on nous dicte sur ces questions-là. Et on voit que depuis fort longtemps, notre or a été bradé. On exploite de l'or, il y a plusieurs mines, mais la population ne sent pas ça. Et l'or ne brille pas pour les Maliens. Donc si on a des augmentations des recettes ou bien la part de l'État et par le combat de nos autorités, on ne peut que les féliciter et les encourager dans ça et quand même qu'ils continuent avec cette dynamique pour faire de telle sorte que nos caisses puissent être enflouées afin quand même d'investir davantage dans les infrastructures et dans les développements socio-économiques. Donc c'est ce qui fera que l'or va briller davantage pour le Mali. Sinon, par le passé, on a vu quand même que un pays qui exploite plus de 70 tonnes d'or par an, mais qui n'a pas de riz, qui n'a pas de goudron, qui n'a pas des infrastructures universitaires qu'il faut. Donc vous voyez ce que ça fait. Pourtant, l'or, c'est de la richesse. Bon, quand dans les forats et dans les forums, quand vous essayez d'en parler, les gens vous disent non, l'or n'est pas une richesse, c'est quelque chose qui est périssable. Donc c'est périssable, mais du moment que vous êtes en train d'exploiter, donc son impact doit se faire sentir par rapport à l'investissement et par rapport au développement socio-économique. Donc vraiment, chapeau à nos autorités pour cette victoire quand même qu'ils ont menée et nous sommes derrière eux pour ça et on les applaudit. On est vraiment content de l'issue de cette affaire-là. On est vraiment content. Oui, on est vraiment content, mais ce qui, de mon point de vue, serait ici important à souligner, c'est le fait que le divorce total n'a pas eu lieu. Vous savez, c'est une bonne approche, n'est-ce pas? Oui, bon, bien entendu. Le divorce, je pense que entre les grandes multinationales... Votre micro? Entre les grandes multinationales comme les Barrick et une entreprise bien renaissante comme le Mali, je pense que quand on parle de divorce, c'est une question de pression. Parce que les représentants de Barrick, lors de la signature du nouveau protocole, ils ont dit qu'ils avaient en face d'eux un partenaire patient, un partenaire qui savait réellement ses droits, ses intérêts et qui savait comment les protéger. Bon, eux aussi, à leur niveau, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Parce que tant qu'il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles normes qu'on veut opposer à un commerçant, même s'il ne s'agit pas des multinationales, même s'il s'agit juste d'augmentation d'impôts
chez les commerçants, il va y avoir des révoltes, une part chez les commerçants. C'est tout à fait évident. Parce que ça, quelles que soient les circonstances, le commerçant ne voit pas ce que nous constatons. Le commerçant ne le voit pas comme ça. Il voit que lui, il doit perdre quelques centimes. C'est ce qu'il voit. Dire qu'il est en train de faire tout pour nuire à l'État, à la progression de l'État, le commerçant ne se voit pas comme ça. Donc, ils étaient obligés d'aller jusqu'à essayer d'aller vers le divorce. Parce que quand il y a la guerre, donc on ne voit pas d'abord directement la réconciliation. Il faut faire la guerre. Parce que même s'il faut négocier, il faut avoir une bonne position pour pouvoir négocier. Donc, ils étaient en train de voir jusqu'où l'État malien est prêt à aller pour défendre ses intérêts et jusqu'où Barrick est prêt à perdre. Est-ce que tu vois, est-ce que Barrick va abandonner ce grand mine-là et tout? Voilà, est-ce que l'État malien aussi est vraiment prêt à chasser Barrick carrément? Ou bien Barrick va se soumettre? Il faut d'une part ou d'autre part, s'il y a l'accord, il faut que l'État abandonne quelques-unes de ses charges et que Barrick aussi se soumet à certaines règles, choses que nous avons vues. Nous avons dit que lors des protocoles, ils ont dit que Barrick va se soumettre au nouveau accord de 2023. Donc ça, c'est l'accord élaboré par nos autorités présentes. Donc ensuite, maintenant, ce qu'il faut considérer dans toute cette affaire-là, c'est que c'est la position des exploitants qui étaient là depuis des années. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une augmentation de pourcentage, comme vous l'a dit M. Baba, au fur et à mesure. Bon, à chaque augmentation, si Dieu nous prête longue vie, même après ça, s'il y a une autre augmentation, même de 35% à 40%, il va y avoir ces mêmes divorces. C'est tout à fait normal. C'est la loi du commerce, quoi. Le commerçant le voit comme ça. Donc voilà un peu, je pense que le truc de divorce là, c'était juste pour se faire pression. Parce que quand les gens voient mine, ce n'est pas les petites mines, c'est une grande mine. Il y a beaucoup d'argent. On parle de beaucoup de quantités d'or et beaucoup de quantités de travail. C'est une très grande entreprise. Est-ce que vous voyez un peu? On parle de 35% de l'État malien. Les gens pensent que 35% de ces entreprises-là, c'est peu. Non. Donc, quand il y a ces choses-là, je pense que le divorce, ça ne peut être seulement que des questions de pression. Sinon, je ne penserais pas que, même si on ne pensait pas à une vite résolution comme ça, je ne penserais pas également qu'ils allaient jusqu'au niveau du divorce. Il y avait toujours l'espoir de se retrouver, mais il fallait d'abord engager le bras de fer, et que chacun défendait ses positions, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et Baba, dans ça, on peut aussi s'interroger pourquoi nos terres africaines qui regorgent des mines, des richesses, du diamant, du côté de l'Afrique centrale, c'est du diamant, c'est tout ce qu'il faut aujourd'hui, bauxite, tout ce qu'on peut imaginer comme richesse, même ici, lithium, dans beaucoup de terres africaines, il y a beaucoup de richesses. On pourrait même appeler ça des richesses inépuisables. Mais la question c'est, pourquoi les États africains n'arrivent-ils pas à elles-mêmes créer leurs mines et les exploiter? La vraie question, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, un peu partout, au Congo, pourquoi les États africains ne prennent-ils pas la responsabilité sur elles de créer, sur eux pour créer les mines, leurs propres mines, au lieu de se tirailler souvent avec ceux qui viennent chez nous, prendre des risques d'investir les milliards, s'ils trouvent. Partage, s'ils ne trouvent pas, et ils vont partir avec leur échec, parce que c'est aussi l'autre point du revers de la médaille, c'est-à-dire quand les investisseurs viennent, ils prennent de gros risques, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, et ils peuvent trouver des mines comme ils peuvent ne rien trouver, et s'ils ne trouvent pas, ils perdent les milliards. Pourquoi nous? La question c'est ça, à quand les mines pour les États africains? Une très bonne question. Mais dire que quand ils viennent ici, ils prennent des grands risques, qu'ils peuvent tomber sur des mines ou bien ne rien avoir, cela est à voir, hein, parce que... Non, il faut non, je vais préciser ma question. Non, je ne suis pas dans une polémique. Je vais dire tout investisseur, qu'il soit blanc ou pas... Non, il y a une carte minière déjà. Là où il y a l'or, là, ils le savent. Non, carte minière, on en a vu, il y a des gens qui peuvent creuser et ne gagnent rien. Ça aussi, c'est une réalité qu'on connaît, nous, en tant que journalistes. Ce qu'on veut simplement dire ici, quelle est la question? Pourquoi nos États, s'il y a la carte de nos États, pourquoi nos États aussi ne peuvent pas comprendre qu'il y a mine ici? Voilà, donc la question, c'est ça. C'est-à-dire on sort de l'extérieur maintenant, on est entre nous Africains. Tout à fait. Pourquoi nos États ne créent-ils pas leurs mines?
Voilà la vraie question, Baba. Nous sommes dans un système mondial et nous ne sommes pas dans un désert. Et ce système mondial-là est appelé le capitalisme international. Et dans le capitalisme international, on a divisé les localités. Donc il y a l'Afrique qui est à la périphérie du capitalisme international. Et l'Occident est au centre du capitalisme international. Donc un rôle est donné à la périphérie. Quel est ce rôle-là? C'est de produire des matières premières. Exploitation de l'or brut, production de coton, production de cacao, etc. Mais, comment dirais-je, l'industrialiser, cela ne nous a pas été donné. Et puis nous sommes rentrés dans un système international qui a été créé avant notre naissance. Quand on créait l'ONU, quand on mettait les OMC sur place là, l'Afrique n'était pas née. Parce que nous étions des colonies appartenant à des pays occidentaux qui étaient représentés à l'ONU. Maintenant, quand nous sommes nés en tant qu'État, on devrait alors faire des réformes pour nous prendre en charge, pour nous prendre en compte. C'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Donc, ce qui fait que les lois internationales là sont au détriment de l'Afrique. Mais c'est à nous, Africains, de nous assumer comme nos autorités viennent de le faire cette fois-ci. Par exemple, quand on commençait l'exploitation de notre or au Mali, donc selon l'OMC, l'exploitant devrait seulement donner à l'État dans lequel l'or est exploité là 10%. Nous avons commencé avec 10% et qui a évolué à 15% et après 20%. Donc au DENI, au dialogue national inclusif, les gens ont demandé à ce que le code minier soit relu. Et les autorités qui sont sur place aujourd'hui ont eu le courage de faire la relecture de ce code minier-là. Et c'est cela qui nous a amené à 35% aujourd'hui, selon notre combativité. Donc ça veut dire que si on se bat, c'est possible. Maintenant, comment nos États ne parviennent pas à exploiter nos ressources minières? Par exemple, quand nous commencions au tout début, en 1960, le Mali avait sa propre mine. On avait la SONAREM, la Société nationale des ressources minières, qui était à Kalana, dont la direction était à Kati, donc qui a été transformée même en logement de camps militaires aujourd'hui, mais qui était alors la première mine du Mali, et ça appartenait qu'au Mali. Et c'était la seule mine que nous exploitons. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'exploiter plus de 14 mines. Mais aucune de ces mines-là n'appartient au Mali. Donc, est-ce que c'est avant qu'on avait plus de moyens ou aujourd'hui? Donc, c'est une question de volonté politique. Donc, c'est à nos dirigeants de mettre ça dans leur agenda, de faire de telle sorte que nous ayons des mines africaines. Même si ça n'appartient pas à l'État. On peut ouvrir des mines avec des capitales des Africains. Ou bien, des Africains viennent investir. Par exemple, quand ces gens-là font leurs mines là, ce n'est pas l'argent d'un seul État. C'est au niveau des bourses internationales, CAC 40 par exemple. Donc on ouvre maintenant le capital là-bas, les gens viennent avec leur argent, donc les gens, chacun a une action. Et c'est avec ces actions-là qu'on vient ouvrir des mines chez nous et qu'on vient exploiter. Est-ce que vous voyez? Donc de la même manière que ces Occidentaux ont la possibilité d'ouvrir des capitaux afin que les gens puissent venir investir là-dedans. Donc nous, Africains aussi, on peut ouvrir des capitaux au Mali par exemple, même si les Maliens seuls ne suffisent pas pour constituer le capital de la mine. Donc on peut alors l'élargir à des Ivoiriens, à des Nigériens, à des gens riches d'autres pays qui viendront investir et comme ça nous aurons nos mines. Donc c'est une question de vision et c'est une question quand même de volonté politique et c'est une question aussi d'aller de l'avant, de sortir du plan qu'on a mis avant que nous-mêmes nous soyons nés, parce qu'on a fait comme si nous devons nous asseoir, les autres viendront exploiter, produire à notre place, et nous occupons seulement des impôts, des taxes, etc., et de la consommation, et des petits métiers qui se font dans les mines. Est-ce que vous voyez? Il faut voir, au Mali, on a commencé l'exploitation des mines depuis 1993-94. Est-ce que vous voyez? Sadioula a commencé, Sadioula, c'est Mos quoi. Ça a commencé depuis 1994. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali n'a pas une seule école de mines. On n'en a pas. Et même les soudeurs, spécialité soudeur, qui est une année de formation ou bien 2 années de formation seulement, et le Mali ne produit même pas de soudeurs. Il y a une société minière qui est venue vers les années 2010, qui a demandé à ce qu'on va recruter des soudeurs. Mais ils n'ont pas eu de soudeurs au Mali. On a des gens qui ont fait construction métallique. Mais personne n'a la spécialité dans le domaine minier. Dans ce domaine-là, qui ne fait que 2 ans de formation après l'IDEF. Est-ce que vous voyez?
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une vision globale, il n'y a pas une vision qui est là pour traiter les cas des mines. Et souvent même, quand vous êtes dans des réunions avec les... Parce que quand vous parlez des choses, on va dire que c'est des questions économiques, mais le bon sens est donné à tout le monde. Est-ce que les gens peuvent constater aussi? Mais à chaque fois que vous essayez quand même de parler de cette question minière dans les rencontres, on te dit non, et les mines là, c'est trop complexe, ou bien il y a ceci, il y a cela, et puis la mine là, ça finit. Mais quelque chose qui a commencé depuis 1994, on est en 2025. Ouais. Ça fait plusieurs années déjà. Plusieurs années déjà. Donc ça veut dire que nous en avons quoi? Nous avons de l'or de Caille jusqu'à la frontière ivoirienne. Même Bamako est sur de l'or. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si nous avons ça, il y a même quelqu'un qui a l'habitude de dire que nos sables avec lesquels nous avons construit nos maisons là contiennent de l'or. Voilà, même si mais c'est une façon de parler, c'est une réalité. Hein, parce qu'il y a de l'or. Parce que quand vous partez devant les fleuves, au bord du fleuve, vous voyez, depuis que nous sommes enfants, et on voit des femmes qui sont au bord du fleuve et qui lavent seulement. Tamisser, voilà, ils vont prendre quelques grains d'or, ils vont vendre aux artisans là-bas, à l'artisanat. Et depuis des années, elles sont dans ça et ça ne termine pas. Donc, vraiment, il est temps quand même que, comme vous l'avez dit, que nous ayons un programme africain. Hein? Mais les Africains aussi sont divisés, quoi. Chacun est de son côté. Alors que ces agglomérats-là, ils sont ensemble. Hein. Quand on dit CAC 40, c'est une bourse internationale. Mais tu vas trouver qu'il y a l'argent des Canadiens là-dedans, il y a l'argent des Français là-dedans, il y a l'argent des Anglais. Donc tout le monde est les G20 là, c'est ce qu'on appelle les G20. Ils ont tous leur argent là. Leur part dedans. Voilà. Mais nous sommes dans des États fermés où chacun pense qu'il peut évoluer ou bien se développer seul. Donc il est temps que les Africains aillent à l'Union et que nous ayons des visions plus grandes et ouvrir nos actions non seulement aux nationaux, mais aussi aux non-nationaux africains. Oui. Africains, il faut bien préciser africains. Okay. Merci, Baba. C'est cette pertinence-là que j'attendais de toi et je ne me suis pas trompé parce que je sais qu'on est assis, le continent africain est assis sur des mines et des richesses inépuisables. On ne peut pas en discuter quand il s'agit de la richesse d'eau. On a quand même des fleuves sur le continent. Quand il s'agit de la fertilité du sol, que vous partiez dans les zones forestières, que ce soit la Guinée, le Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, tout ça là, c'est arrosé matin, midi, soir. Donc, en termes de productivité, on ne devrait pas souffrir. Et donc, la même question, mais sous d'autres formes, on a quand même eu des Africains qui ont tenté, parce que la question que je posais, pourquoi nos États ne le faisaient pas, mais on a quand même certaines, comment IOTA, je crois que c'est les Africains qui se sont retrouvés pour en faire. Oui. Voilà. Donc, truc de ophtalmologie, l'IOTA. Donc, c'est juste pour dire que les Africains aussi devraient se donner l'idée de dire que non, on s'associe, on crée quelque chose. Mais comme vous l'avez dit, est-ce que l'idée, la vision est là, sur cet angle-là, elle est commune? Alors, on a quand même vu aussi l'idée de quelques citoyens. Je prends l'exemple ici au Mali, il y a certains citoyens qui avaient créé certaines mines. Oui. Voilà. Aussi, avec volonté politique, est-ce qu'ils ont été accompagnés? Est-ce qu'ils ont été soutenus? C'est aussi d'autres aspects sur lesquels on reviendra prochainement. Alors, l'idée, Baba l'a dit, j'ai posé la question sur l'État, il a donné, et il a même touché le côté des nationaux qui devraient aussi s'organiser. Parce que ceux qui viennent, c'est des individus qui viennent, qui portent le nom, mais ils ne viennent pas avec le nom des États. N'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi, à notre niveau, on ne penserait pas aussi créer des mines avec les citoyens africains, comme Baba l'a si bien dit? Si nos États ont failli ou bien ont une lourdeur, ou c'est peut-être la volonté politique qui manque, ou c'est parce que nos États aussi bénéficient de la complicité de ces gens-là, puisque, effectivement, on est dans une logique du moins international, où les lobbying à un certain niveau nous échappent, où l'impérialisme a toutes ses racines, et ceux qui vivent avec ces gens-là sont certainement aussi ceux qui gèrent nos États. Est-ce qu'il n'est pas temps? Oui, bien entendu. Je le rejoins très bien dans son analyse, très pertinente d'ailleurs, toutes ces analyses. D'abord, ce qu'il a noté, je résume ça, la participation du gouvernement. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Votre micro. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, il faut le soulever un peu. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, même avec l'amélioration des pourcentages d'abord.
Donc, ce niveau, le gouvernement est en train de faire ses efforts. Ce qu'il a dit, tout ça a été décidé quand nous n'avions pas conscience de ce que nous avons. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Mali existe seulement il y a 60 ans, il y a 65 ans, il y a 70 ans. Nos pays africains existent. Et ils sont dans cette affaire-là il y a plus de 3-4 siècles. Donc, nous ne pouvons pas être au même élan. Nous pouvons négocier au fur et à mesure les protocoles, ensuite que les États puissent s'engager. Donc, pour ce qui concerne maintenant de la réorganisation maintenant, je pense qu'au Mali, déjà, il y a beaucoup qui ont des permis de recherche. Il y a beaucoup de Maliens, d'opérateurs miniers déjà au Mali, qui ont des espaces. Il y avait un Malien qui avait sa mine, Ouassolo Or. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc, ce qu'il a dit, c'est que les gens ici, l'Africain n'a pas cette mentalité de se mettre ensemble d'abord. Et le truc de société, même au Mali maintenant, aujourd'hui, quand on parle, on dit SA. Dans la grande majorité, pas partie de la majorité des Maliens, quand on parle de ça, on pense que c'est pour les personnes d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas maliens, ou bien c'est pour les étrangers. Voilà, les gens ne sont pas dans cette mentalité de s'associer d'abord. Sinon, je pense qu'ils sont déjà là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs miniers au Mali, beaucoup de personnes qui ont des contrats, qui ont même leur espace. Il y a des Maliens même qui ont des petites mines. C'est-à-dire, genre, ils ne se sont pas organisés comme les grandes mines, comme les barriques et les Bitougoul, mais ils ont les petites mines et tout va bien pour eux. Parce que vous voyez un peu, il y a déjà beaucoup d'opérateurs miniers au Mali. Je pense qu'avec ceux qui ont des permis, ils sont en train de chercher des investisseurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, s'il y a des investisseurs d'une part et d'autre part, donc ils vont essayer maintenant d'aller à l'exploitation. Je pense que le Mali est à cette phase-là actuellement. J'essaie de développer ça. Le Mali est à cette phase d'expansion-là actuellement. Beaucoup c'est-à-dire jusqu'à ce que il y a à peu près presque 2 années de cela, plus d'1 année, l'État a mis fin à toutes ces activités-là et tout parce que le marché a été trop ouvert. Oui, c'est-à-dire la vente des permis, des recherches. C'est ça. Oui. Donc, l'État a mis fin à ça pour essayer de se réorganiser tout ça là et d'organiser un peu le secteur. Parce qu'il y avait non seulement les permis peut-être qui se vendaient anarchiquement, il y avait les partenaires de gauche à droite qui essaient d'intervenir ainsi de suite. Donc, je pense que dans les jours à venir, ils sont déjà là-dessus. Il va avoir beaucoup de mines. Je parle d'abord du côté des Maliens, puisque je connais déjà des personnes qui ont leur permis de recherche et qui travaillent déjà avec des partenaires pour ces mines-là. Donc, je pense qu'on va avoir des mines. Mais ce qu'il faut travailler beaucoup sur la mentalité des Maliens, c'est les accords-là et les protocoles entre Maliens, entre Africains. C'est-à-dire, par exemple, tous ces partenaires-là dont parlent les Maliens, dont parlent nos détenteurs de permis-là, sont généralement des Chinois, des Allemands, des Canadiens et tout, voire maintenant les Africains, comme vous l'avez si bien dit. Donc, essayer de faire des appels comme ça, c'est-à-dire des appels publics au capital, des appels ouverts, c'est-à-dire s'il y a plus d'investisseurs seulement, le mine sera pour toi. Toi, tu détiendras tes 51%, on dira que c'est un Malien, c'est son mine. Ensuite, il y a ces investisseurs. Donc, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la sensibilisation de la grande partie de nos opérateurs économiques à s'associer et à investir dans ce secteur-là. À s'intéresser au secteur minier-là. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont des liquidités, hein. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas sensibilisés à investir dans d'autres domaines que le domaine existant sur lequel ils travaillent depuis 30 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, mais ils ont des liquidités, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que c'est les liquidités qui ne sont même pas dans les banques là qui nous a permis de nous sauver pour les crises financières et les embargos là. Parce que beaucoup d'argent circule dans le grand marché. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que s'ils sensibilisent, parce que nous avons une idée, nous connaissons quelques personnes qui ont vraiment des investissements d'autre part, ils font des usines d'une part et d'autre, ainsi de suite. Je pense que s'ils sont sensibilisés à s'investir dans les mines, par exemple, quand on parle de pétrole aujourd'hui, je sais que tous les promoteurs de trucs là, des stations là vont s'intéresser à ça. Ouais. Mais la vente de l'or, c'est un peu fermé au Mali. Les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Oui. Donc, essayez de tourner leur attention vers ça. Dès qu'ils sont convaincus, je pense qu'ils vont investir. Que oui, ça soit justement, au Mali, effectivement, Baba l'a dit, tu le dis, parce que c'est une question de mentalité. Donc, avant même d'arriver à la volonté, c'est-à-dire dans notre culture, on n'a pas une culture industrielle des affaires. On a une approche artisanale. Et c'est à ce niveau-là
que les autorités doivent être saluées parce qu'ils ont fermé tout ce qui était artisanal. Et là, même si ça continue d'une manière ou d'une autre. Et là, ceux qui viennent ici aussi en Afrique exploitent des choses que ça, au niveau, on va rester dans le domaine minier, et aussi la Chine aussi n'est pas souvent aussi, les Chinois sur le terrain ne font pas aussi grande, ils ne donnent pas bon exemple, hein, ils ne donnent pas grand exemple parce qu'il y a souvent les eaux qui sont polluées, la terre même qui est tuée, il y a beaucoup de désordre et ce n'est pas organisé, ce n'est pas industriel et c'est de l'anarchie. Baba, ça aussi c'est quand même un point sur lequel, tout en évoquant les efforts des autorités qui, je crois, avaient fermé ces trucs illicites-là, inappropriés, mais ça n'empêche pas l'existence, parce que si vous allez dans la zone de Caille, beaucoup de populations se plaignent encore. Hein? Oui, je crois que les mines chinoises, là, il faut quand même demander à l'État de les arrêter, parce que ça détruit plus que ça ne construit. Mais on a l'impression que ces Chinois-là ne sont pas seuls. Ils sont en complicité avec certains de nos compatriotes. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ne respectent aucun protocole. Par exemple, les mines occidentaux, là, au moins, il y a disons, il y a quand même des protocoles qui sont respectés. Il y a l'environnement, voilà, il y a tout il y a tout un cahier de charge, quoi. Mais les Chinois viennent, et après, eux-mêmes, ils viennent avec l'esprit de la corruption. L'esprit de corrompre nos sociétés. Parce que quand ils viennent, ils essayent d'avoir les chefs de village avec eux, ils essayent d'avoir le président des jeunes avec eux, ils essayent d'avoir la présidente des femmes avec eux. Même si la population n'est pas d'accord, donc ces leaders d'opinion et ces autorités traditionnelles là vont faire pression sur la population. Et souvent, eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont en train de gagner alors qu'ils sont en train de détruire leur société en perdant souvent. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas 50 000, vous partez lui donner 10 millions, il pense qu'il a gagné. Oui. Mais les méfaits que ça va faire dans la société, lui ne peut pas mesurer cela. Oui. L'autre jour, j'ai discuté avec un des conseillers municipaux d'une localité où il y a les Chinois. Il faut être l'honneur. Voilà. Donc, et ce dernier, lui, il pense que les Chinois sont venus et ils ont eu des châteaux, ils ont eu ceci, ils ont eu... Et lui-même, il a acheté une voiture et il a même marié une deuxième femme. Bon, pour lui, il a gagné quoi? Oh. Mais quel est le mal que lui, il est en train de faire à sa société? Donc, ils sont en train de non seulement détruire physiquement notre environnement, mais ils sont en train de détruire aussi notre société et ils sont en train de créer des conflits même dans la société. On a vu un vieux dont son champ a été rasé. Il s'est bâti corps et âme, mais on n'a pas eu de suite. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, ça est en train de créer des conflits dans la société et ils vont exploiter, ils vont partir. Mais les gens qui habitent ces localités-là vont rester ensemble et ils sont quand même mis en conflit pour toujours. Donc c'est des choses qu'il faut arrêter. Moi-même, je pense que l'État doit essayer de prendre la place des Chinois, quoi. Au moins, il y a de nos jeunes là qui sont dans leur paillage, mais qui n'ont pas de moyens et qui ne sont pas organisés. Donc les petits matériels que les Chinois achètent pour venir exploiter notre or là. Donc l'État peut faire de telle sorte que ces jeunes-là qui sont des orpailleurs sur place puissent avoir ces matériels-là. Être bien équipés. Voilà, bien équipés, ouais. Et les organiser. Les organiser. Pour sortir du désordre. Voilà, pour sortir du désordre. Okay. Au lieu que chacun vienne creuser son trou. Donc chacun va avoir c'est-à-dire une société pour la localité. Donc les gens, en fonction de leur niveau, d'autres deviennent des gestionnaires, d'autres deviennent des ouvriers. Et maintenant, ils peuvent créer même des actions. Et quand il y a les bénéfices, ils peuvent se les partager. Donc, l'État, les banques aussi, hein, parce que nos banques là, c'est pas, souvent on ne parle que de l'État, mais les banques aussi ne doivent pas être là seulement pour faire le commerce d'argent. Les banques doivent investir. Mais nous avons l'impression, comme nos banques ici là, ils sont des commerçants d'argent. Et ceux qui les intéressent seulement, c'est quand vous partez demander crédit, et ils sont là seulement à voir comment ils ne peuvent pas avoir des risques. Mais comment on peut investir, développer, cela ne les intéresse pas. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce genre d'affaires-là, donc, nos banques de développement, nos banques industrielles peuvent investir dans ces mines-là et organiser ces jeunes-là pour qu'on commence avec des petites mines. Même les sociétés françaises, là, ou bien les sociétés occidentales ont commencé par des petites sociétés, hein, mais qui vont évoluer au fur et à mesure. Donc, il faut organiser ces jeunes, vraiment faire de telle sorte que les Chinois-là quittent les lieux. Parce qu'ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas l'homme, ils ne respectent pas l'environnement. Et tout le monde le sait. Alors qu'on exploite
des richesses, pas pour les autres, hein. C'est pour que la population puisse s'épanouir. Oui. Mais si l'exploitation devient quand même quelque chose qui détruit même cette population, donc je crois qu'il faut l'arrêter. Mais je vois que certains aussi ont leurs intérêts là-dedans et qui entretiennent cette situation. Mais c'est les Maliens qui comptent. C'est les Maliens qui comptent. Donc il faut penser à nos populations. Et surtout, les jeunes que ces Chinois-là emploient, ils sont sous-employés. Ils sont sous-payés aussi. Alors que la mine, là, les gens sont payés à des sommes faramineuses pour qu'ils ne durent pas là-bas, quoi, parce qu'il y a des produits qui détruisent l'homme. Donc maintenant, il faut faire de telle sorte que l'État, même ces petites mines-là qui existent, que les gens soient rémunérés à hauteur de souhait. Convenablement. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs pauvres, quoi, dans les mines quand même. Donc on peut avoir des travailleurs dans certains domaines qui ne sont pas bien payés, mais des mines qui font de l'argent. Et l'or, c'est de l'argent. Mais il ne faut pas que ces gens-là soient laissés à eux-mêmes et qu'ils n'ont aucune protection de la part de l'État, parce qu'on va dire qu'il y a les inspections du travail, mais est-ce qu'eux, ils font leur travail? Donc moi, je crois que si ça ne tient qu'à moi, hein, tout ce qui est mine chinoise là, hein, il faut arrêter. Maintenant, si les gens veulent investir, qu'ils leur respectent les cahiers de charges, la façon dont les mines occidentales le font là, comme Barrick Gold ou bien Semos ont fait, donc il faut que les Chinois le fassent aussi. Voilà, que les Chinois le fassent. Et que l'État soit là pour avoir un œil là-dessus, pour les rémunérations aussi. Pour que ces gens-là qui travaillent dans ces mines-là n'aient pas de salaire de misère. Vraiment. Oui. L'idée que, voilà, il y a eu des moments où ça fait plusieurs années que les gens tirent sur la sonnette d'alarme parce que les eaux étaient déjà polluées et ça risquait aussi de faire du mal à l'environnement, beaucoup de choses. Et cela était fait par des mines artisanales incontrôlées. Et on parle beaucoup plus des Chinois aussi. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, Babala aussi dit, quelles sont aussi vos réactions sur ce sujet précis des mines qui ne sont pas contrôlées? Et on aurait encouragé l'État d'en faire un vata parce que l'État a déjà fermé des mines artisanales. Mais vous savez, l'Africain aussi, il est ce qu'il est. On contourne, voilà. Ouais. Donc, je pense directement que l'État doit rester rigoureux. Je pense qu'ils doivent apporter beaucoup plus de répression. D'abord pour ces manquements, d'abord pour la pollution de l'environnement et pour les différentes conditions, les différentes mauvaises conditions d'exploitation des mines au Mali. Par exemple, je pense que tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché. Je pense que l'État doit faire encore beaucoup plus de règles et faire beaucoup plus de lois, donner beaucoup plus de directives par rapport à l'exploitation de ça. C'est-à-dire essayer de pousser la réglementation de l'ensemble de ce secteur-là, que ce soit les petites mines, les grandes mines ou les mines artisanales. Tant qu'il y a l'exploitation de mines, quelque part, d'une part ou d'autre, qu'il y ait vraiment des règles strictes et des règles vraiment très bien établies et éclaircies, parce que bon, des procédures à suivre, quoi. C'est bien entendu. Il y a des procédures, mais je parle des règles répressives. Par exemple, on voit que les Chinois suivent souvent des procédures jusqu'à l'acquisition des documents qui leur permettent d'aller à l'exploitation. Mais maintenant, quand tu es à l'exploitation, tu dois te conduire comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Et s'il y a des règles, s'ils s'avèrent être insuffisantes, donc ils apportent toujours qu'ils essaient de corriger les lacunes et ajouter du contrôle là-dessus, c'est de la répression en cas de non-adaptation à ces conditions-là. Je pense que ça peut améliorer un peu parce que si quelque chose, ces gens-là viennent, peut-être ils sont disciplinés chez eux, mais quand ils viennent à l'état d'accueil, ils se tiennent aussi à des règlements de l'état d'accueil. C'est tout à fait normal. Quelqu'un quitte le Mali, si tu veux créer une entreprise en Chine, aller à l'exploitation, tu te conformes aux normes, à la culture, à la société chinoise de manière générale. Parce que tout doit être explicite. Si tu vois que toutefois, parce que souvent on fait des bruits, on fait beaucoup de bruit par rapport à ces situations-là, d'ailleurs évidentes. Mais souvent, il n'y a pas de règles explicites pour donner des directives claires à ces gens-là, ou bien pour mener des contrôles stricts sur ces gens-là. Parce que quelque part, là où il y a l'exploitation
une société minière qui exploite dans un village seulement, les villageois sont automatiquement priorisés. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont automatiquement priorisés. Donc, ce qui fait que quand tu vas dans chacune de ces... Il a parlé de ces mosquées, que ce soit à Sadiola, ou bien qu'il t'envoie chez Bitougoula, à Kenyeba, quand tu vois ces villages-là qui sont devenus des grandes villes maintenant, donc c'est à travers, l'exploitation de l'or. Donc, je pense que l'État doit juste être strict sur des règles. Façon, ils sont tenaces déjà sur les grandes mines, sur l'augmentation du pourcentage, mais qu'il aille aussi, ça donnait même l'occasion à peut-être à employer quelques personnes aussi. L'État peut faire des recrutements spéciaux par rapport à ça, pour le contrôle, le suivi de toutes ces personnes-là dans leur exploitation. Sur le terrain. Et sur le contrôle de l'environnement sur le terrain. Oui, à ce niveau, Baba, on va terminer par là, avant d'attaquer l'autre volet de notre débat. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi justifier le fait que les mines, les richesses sortent sans que ça ne soit contrôlé? Parce que les mines artisanales, les chinoises, tout, qui, dans le fond, n'ont pas de... qui sont incontrôlées, est-ce que cela ne peut pas beaucoup plus aussi sortir de l'or de façon insoupçonnée? Voilà, et que ça ne peut pas aussi tuer l'économie, ça ne peut pas faire du tort à l'État. Est-ce que c'est dans cet esprit? Peut-être un autre jour, on viendra pour en débattre plus profondément, mais est-ce que cela ne pouvait pas aussi justifier une inquiétude, Baba? C'est une vraie inquiétude. Et moi, j'ai l'habitude de dire souvent que l'or malien échappe aux Maliens. Même les mines conventionnelles, aucun Malien ne sait la quantité que ces gens-là exploitent. C'est eux qui font une déclaration. Mais l'État devrait avoir ses représentants dans les mines. Un président même a l'habitude de dire que lui ne connaît pas la quantité d'or qui est exploitée. Il a dit à la télé, un président l'a dit, un président de la République. Donc si un président ne sait pas la quantité d'or qui est exploitée par ces mines-là, c'est pas un citoyen. C'est pas un citoyen qui le saura. Parce qu'on envoie des gens qui vont contrôler. Par exemple, quand l'or sort là, il y a la gendarmerie, il y a la douane, et puis je crois qu'il y a les... Ici, chacun a reçu son petit morceau en poche. Maintenant, est-ce que, voilà, les rapports qu'on fait là, est-ce que c'est un vrai rapport? Donc, il faut voir quoi. Bon, toi aussi, tu ne peux pas envoyer quelqu'un contrôler des milliards et qui a un salaire misérable. Ça aussi, moi, je crois qu'il faut créer même un corps spécial de contrôleurs miniers, comme inspecteur des finances. Mais il faut créer un inspecteur des mines, des gens qui vont sur la mine, contrôler, mais qui sont payés conséquemment pour qu'ils soient à l'abri du besoin. Voilà, il faut ça. Pour ne pas tomber dans la corruption. Voilà, pour ne pas tomber dans la corruption. et il faut faire aussi contrôler ces inspecteurs-là. Voilà. Il ne faut pas les laisser à expertise. C'est bon. Voilà. C'est bon. Bon, Baba, merci, on n'a pas assez de temps. Voilà, bon frère, est-ce que l'inquiétude dont je parle n'est pas justifiée? Parce que l'or peut sortir, je donne l'exemple de l'or, mais dans certains milieux, le cacao peut sortir par d'autres portes, et ainsi de suite, le coton aussi. Parce que tant que ce n'est pas organisé de façon étatique, le côté informel, le côté artisanal, est-ce que ça ne tue pas? Oui, ça tue bien entendu. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut être strict. Il faut qu'il doit être encore beaucoup plus rigoureux là-dessus. Non seulement des contrôleurs spéciaux, mais eux aussi soient soumis à des contrôleurs externes. Donc voilà un peu. Sinon, ce que vous avez, c'est d'ailleurs le constat est évident. Ça ne peut pas être contrôlé tout à fait. Le Mali a plusieurs frontières. Ensuite, il y a des trafiquants, des gens qui roulent uniquement sur la moto, à travers la forêt, qui lie d'un pays à l'autre. Il n'y a pas des murs qui séparent ici nos pays. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, partout, les gens peuvent aller. C'est que l'État peut se statuer seulement, je ne dirais pas jusqu'à tous ces détails-là, mais sur l'exploitation sur le terrain. Je pense que ça va apporter beaucoup plus à l'État. L'État va faire encore beaucoup plus d'argent, je pense. Bien, on espère que donc pour ce sujet minier, vous l'avez reconnu, les autorités ont fait des efforts, ils ont fait bénéficier à l'État, ils ont aussi montré comment il faut défendre l'État. Et c'est ça aussi, c'est à l'actif des plus hautes autorités. Ils ont été vraiment très tenaces, ils n'ont pas transigé, ils n'ont pas voulu comprendre quoi que ce soit. Ils ont dit on applique ou on n'applique pas. Et évidemment, si aussi le partenaire a compris et que le partenaire est revenu à la table des négociations, je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est ce qu'on peut donc retenir pour que, quels que soient les incidents, quels que soient les différends, il faut toujours arriver à s'attendre. Et sur ce, on va attaquer l'autre point. On a quelques minutes encore, je crois une vingtaine de minutes. Comme notre émission, c'est 1 heure. On a une vingtaine de minutes, je crois encore. Et donc,
on a une année que l'ex-premier ministre Shogel Kokala Bayiga rendait le tablier. Et le tablier a été donné à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je crois, général de division, c'est ça si je ne me trompe, voilà, d'armée. Et donc, général de division. Général de division, oui. Okay, voilà. Et donc, il a pris les commandes. Avec évidemment l'accélération de passation de services, puis un cahier, une feuille de route, les grands principes définis, parmi lesquels la souveraineté, la lutte contre la corruption, le retour à la place du dialogue, le consensus national, et aussi faire en sorte que les besoins vitaux, c'est-à-dire les hôpitaux, les marchés, tout ce qui est essentiel, les entreprises aussi, soient vus. Et l'employabilité, la question pour lutter contre la pauvreté. Et malheureusement, cette période aussi est née avec la crise du carburant, ou qui a aussi certainement influencé son calendrier pour le faire. Alors, une année, c'est quand même 12 mois. Ouais. Baba. Ouais, c'est 12 mois, c'est 365 jours. Oui. Donc ce n'est pas 2 jours. Donc il doit avoir des résultats. Oui. Donc le bilan est mitigé. Oui. On ne peut pas dire que c'est... Voilà, il y a du bon et il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. La nomination de ce nouveau Premier ministre avait suscité un grand espoir chez nous, aux citoyens. Surtout, on avait pensé qu'il allait beaucoup quand même s'investir pour les rassemblements des Maliens. C'était ça surtout. Parce que le premier qui était là devrait aussi faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire rehausser l'image du Mali et puis parler de notre souveraineté qui a été quand même fait par lui, même s'il y a des choses qui n'ont pas marché chez lui aussi. Maintenant, ces rassemblements que nous entendions, donc on est resté, on n'a pas vu. Jusqu'à présent, les Maliens sont divisés. Et il y a eu quand même des rencontres, le dialogue intermalien par exemple, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés parce que la méthodologie employée était exclusive, ce n'était pas inclusive. Beaucoup de gens se sont trouvés à l'écart de cette rencontre-là. Donc c'est ce qui a fait que, alors on a fait la rencontre et des dossiers ont été traités, mais le fait que les gens n'étaient pas très impliqués là-dedans et que les gens se sentaient exclus, donc a fait que ça n'a pas impacté sur la population et la division a continué. Et on a vu que aussi, pendant son règne, c'est à ce moment qu'on a dissous les partis politiques, alors que les partis sont très très importants dans la cohésion sociale et dans le développement d'un pays. Par exemple, l'autre jour, on a vu le président burkinabé qui a rencontré ses forces vives, dont les politiques. Donc, ils se sont parlé de façon très sincère, parce que chacun veut contribuer quand même de façon positive à l'amélioration des conditions de vie du pays. Donc, on ne peut pas quand même indexer un groupe d'individus pour faire comme si c'est eux qui sont responsables de ce que nous traversons. Donc, on avait pensé qu'il allait beaucoup travailler dans ça, mais on a vu même qu'au lieu que sa venue soit une panacée pour les partis, ça a été un enterrement pour les partis. C'est ce qu'il faut corriger, mais il n'est pas trop tard. Hein. C'est une décision qui a été prise, mais si on voit que la décision a fait des tollés, donc on peut revenir sur ça. Donc par rapport à la dette intérieure, on voit que le panier de la ménagère est faible. Au niveau du trésor, les entrepreneurs ne sont pas payés. Ils font des marchés, mais on voit qu'ils ne sont pas payés, ils sont à l'attente. Mais je crois qu'il y a eu des efforts à certains moments, mais ce n'est pas suffisant. Surtout les écoles privées. Hein? Parce que quand l'école privée, la dette des écoles, la subvention surtout, parce que c'est l'État qui subventionne les écoles privées. Donc si ces subventions-là tombent là, donc ça permet à l'école alors de payer les salaires des enseignants aussi. On sait que les enseignants sont nombreux. Donc si ces salaires-là sont payés, donc ça fait de telle sorte qu'on sent quand même une certaine vie dans la société. Donc il faut qu'ils pensent à cela aussi. Donc surtout, on voit aussi que alors il y a eu des lois aussi pour la prorogation
et de la transition à son temps aussi. C'est quelque chose qui doit être concerté. Hein? C'est des grandes décisions. Ce n'est pas un groupe d'individus seulement qui peut se réunir et prendre de telles décisions. C'est des décisions à dimension nationale. Donc, s'il y a de tels cas, donc il est bon quand même que les gens se réunissent. On n'a pas dit que ce n'est pas bon, mais il faut que les gens en parlent parce que nous sommes tous des Maliens. Et maintenant, échanger et connaître le fond du problème et connaître aussi le besoin qui a fait qu'on veut faire ça. Mais si on se met dans un petit groupe seulement pour prendre de telles décisions, donc ça va créer des incompréhensions. Donc on voit que aussi au niveau de la corruption, et des fonctionnaires fictifs ont été découverts. Donc plus d'un millier, voilà, de fonctionnaires fictifs. On parle de 3000 même. Donc si ils ont démasqué certains points positifs tout voilà, de même, non? Voilà, de tout le monde. Oui. En matière de lutte contre la corruption, parce qu'il y avait des gens qui étaient là et qui prenaient plusieurs salaires à la fois. Donc c'est des fonctionnaires qui ont l'air non, mais qui n'existent pas physiquement. Donc ça avait été dit il y a longtemps, mais aucune action n'avait été alors lancée dans ce sens. Donc à travers quand même sa magistrature, donc on a pu quand même mettre main sur ces fonctionnaires fictifs-là. Et je crois que des dispositions sont en train d'être prises pour que cela ne soit pas. Mais moi, je veux qu'il aille au-delà de tout ça. Qu'il aille aussi dans les EPA, dans les EPIC, et qui sont à l'État aussi. Hein. Quand vous dites EPA, EPIC, c'est quoi? Parce que là, il faut bien vous asseoir et voilà. puis vous attarder. Donc, voilà. donc les EPA, c'est les entreprises publiques à caractère administratif. Maintenant, qui ont leur budget propre à eux et qui ont une certaine autonomie. Donc souvent, il y a des fonctionnaires qui ont pris des disponibilités pour partir dans ces EPA-là et qui sont restés. Mais on le faisait au moment où il n'y avait pas assez de cadres. Mais maintenant, au Mali, il y a plus de cadres qu'il n'en faut. Donc il faut amener ces fonctionnaires-là à choisir entre la fonction publique et l'EPA. Donc maintenant, s'ils choisissent et qu'ils retournent à la fonction publique, ou bien s'ils préfèrent rester là-bas qu'ils restent, et comme ça, il y aura des poches d'emploi. Ça peut créer même d'autres emplois sans incident, quoi, sur le budget national. Donc il va falloir qu'il aille dans ça, que les gens cessent de prendre une disponibilité dans une fonction de l'État pour se retrouver dans une autre fonction de l'État. Hein, s'ils partaient dans le privé à 100%, on peut comprendre cela. Mais les EPA là sont aussi la fonction publique. Voilà, c'est étatique. C'est une fonction publique qui ne dit pas son nom. Donc il faut quand même qu'ils voient ses côtés aussi, qu'ils fassent de telle sorte que ces fonctionnaires-là choisissent entre les EPA et la fonction publique. Donc nous quand même nous l'incitons et nous quand même lançons un appel et qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée pour créer un rassemblement pour que les Maliens s'y retrouvent. Et puis quand vous faites des grandes choses, il est bon de faire appel à la participation des gens qu'à faire appel à leur égoïsme. Parce que tout le monde est important, tout le monde peut faire quelque chose. Donc qu'ils essayent de rassembler les Maliens. Et il y a quelque chose dont les Maliens parlent et qui divise. Quand vous prenez les 3 institutions les plus importantes, la présidence de la République, et les CNT, et puis il y a aussi la primature. Toutes ces fonctions-là sont occupées par des militaires. Alors que ce matin, quand moi je me suis levé, j'ai eu l'enveloppe de mon invitation pour la concertation nationale qui a été tenue du 10 au 12 septembre. Et nous avons fait 12 septembre 2020. Et nous avons fait dans une symbiose où il y avait les forces vives de la nation. Et ces forces vives de la nation-là n'étaient pas composées que des militaires. Il y avait des militaires, il y avait des politiques, il y avait la société civile, il y avait les légitimités traditionnelles. Donc on a fait dans une symbiose, dans un espoir de construire un nouveau Mali. Donc qu'on regarde ce côté-là aussi, faire appel à tout le monde et que tout le monde y participe, comme les Burkinabés sont en train de faire. Quand j'ai fait une comparaison, ce n'est pas parce que je n'estime pas mon pays, hein. J'aime mon pays, j'aime les autorités de mon pays, je les estime, mais nous avons quand même le droit aussi de comparer. Parce qu'on a commencé ensemble et nous sommes dans les mêmes bateaux. Donc, comme le Burkina Faso est en train de faire, impliquer tout le monde, il est temps aussi que nos autorités aillent dans ce sens. Donc, nous le félicitons pour cette année, mais qu'il redouble d'efforts pour le rassemblement des Maliens, parce que c'est cet espoir-là qu'il avait donné à sa nomination aux Maliens.
Et c'est ce que moi je pourrais dire. Merci bien. Ok. Baba a donc épilogué, il a mis l'accent sur le fait que les Maliens doivent se retrouver, que le Premier ministre mette tout en œuvre pour arriver à cela. Il a dit que non, le prédécesseur, lui, il avait déjà lancé le grand débat sur la souveraineté, le respect du choix des partenaires du Mali et autres. Alors, celui qui venait devrait maintenant être dans une logique, dans une posture de réconciliation. Et on a beaucoup avait qualifié celui qui est parti de beaucoup de mots, beaucoup de mots. Maintenant, il y a le nouveau qui est venu. Une année, comme je l'ai dit, ça fait 12 mois. 12 mois, il a même parlé de 365 jours et c'est costaud. Alors, malheureusement, la crise du carburant s'est invitée. Malheureusement, la crise du terrorisme aussi a beaucoup joué et on ne peut pas du coup jeter le bébé avec l'eau des bains, mais toujours est-il que ça fait quand même l'objet de débat, chacun donne son opinion. Ouais. Vous avez donc cette possibilité d'apprécier aussi ces 12 mois. Oui, bon, d'abord, depuis sa nomination, ça a soulevé un peu d'espoir, sinon beaucoup d'espoir, je dirais beaucoup d'espoir, parce que la démission de son précédent, dont nous ne nous attendions pas du tout, donc a fait un choc. Ça a fait un choc, surtout l'état dans lequel le pays était. Donc le terrorisme n'était peut-être pas déclenché jusqu'à ce niveau. Peut-être il n'y avait pas les clés, mais ça sentait que ça n'allait pas trop. On s'entendait bien à la démission de l'ancien Premier ministre. Bon, lui, il est venu. On peut dire que ça n'allait trop pas. Donc, sa nomination a soulevé beaucoup d'espoir. Donc, si on fait le constat général par rapport à sa nomination à aujourd'hui, on peut, dans l'ensemble, on peut l'apprécier de manière générale. Voilà. Même si les côtés à améliorer, nous allons évoquer tout à l'heure. De manière générale, quand nous prenons par exemple, il y avait extrême problème d'électricité à son avènement. Donc quelques mois après ça, nous avons eu vraiment des améliorations par rapport à ça et ce qui a boosté l'économie parce que la majorité des travaux sont liés à l'électricité. Ah, d'accord. Voilà, sont liés à l'électricité. Les gens souffraient trop, nous-mêmes, tout le monde, voilà, tous les travailleurs, même les services administratifs, tout le monde en souffrait. Donc il y a eu des améliorations de ce côté-là, on l'apprécie, on l'applaudit, même si ça s'est détérioré encore. Donc nous attendons très prochainement à des nouvelles améliorations encore. Donc voilà un peu. Donc il fait aussi des efforts par rapport, il n'est pas dans son bureau. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain, c'est un homme de terrain. Il essaie d'aller vers les gens et tout. Mais il y a l'exclusivité toujours, comme l'a dit M. Baba, qu'il essaie d'être beaucoup plus inclusif. Non seulement, je ne parle pas pour les inaugurations, les événements et tout, mais également pour la consultation et l'implication de la société dans son intégralité. Donc, pour le reste, bien entendu, c'est dans ces une année-là que nous avons eu ce grand problème de carburant dont nous sommes en train de sortir, Dieu merci. On l'apprécie aussi parce que c'était l'un des plus grands défis à relever. C'était très dur, quelque chose que le peuple malien n'avait jamais vécu. Et à vrai dire, on l'apprécie aujourd'hui, comme ils ont promis, nous l'avons dit sur l'autre plateau le samedi passé. On a dit que nous allons essayer de voir les constats dans la semaine. Donc nous sommes en train de voir les constats depuis le dimanche à aujourd'hui. Donc c'est en train de s'améliorer. Nous espérons que ça va continuer comme ça. C'était l'un des plus grands défis aussi que nous pouvons classer toujours dans ces une année. Il a eu l'une des plus grandes épreuves, donc il a trouvé des chemins de sortie par rapport à ça. On l'apprécie aussi. Donc voilà un peu. Le tout ne peut pas être bon parce que être appréciable, tout simplement parce que, bien entendu, ce sont des êtres humains, ils font des efforts, ils font ce qu'il faut. Parce que c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui vont avoir... Nous sommes là seulement à faire le bavardage, c'est eux qui vont avoir le nom et tous les statuts et tous les privilèges, si tout marche bien. Voilà. Donc, s'il en manque quelque chose, on sait que ils ont beaucoup misé. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit lors des journées de l'activité traditionnelle passées. Il a dit que dire que ça dit la situation est vraiment grave. Mais il faut que
les légitimités traditionnelles et les populations maliennes savent que ils sont en train de donner tout ce qu'ils peuvent pour les sortir des crises là, tout ce qu'ils peuvent pour les sortir des crises là. Donc ces journées de légitimité traditionnelle, c'est la valorisation de la légitimité traditionnelle, ainsi de suite. Ce que Baba a dit, il y a eu cette approche sectorielle là, par exemple d'approcher les légitimités traditionnelles, d'autres couches et d'autres faveurs pour d'autres secteurs, mais essayer maintenant de faire venir les partis politiques aussi. C'est vrai, parce qu'il dit Burkina, ouais. Il ne s'agit pas, quand on parle de Burkina ou de Niger aujourd'hui, Burkina est Mali, Niger est Mali. Donc on fait juste référence à nos voisins qui sont en train de faire comme eux. De l'AES. De l'AES. Okay, donc voilà un peu. Donc on l'apprécie. Donc on lui demande aussi de faire des efforts. Il a beaucoup de défis, on le sait. Lui, il sait mieux que nous. Parce que ceux qui en est dessous, c'est-à-dire les raisons d'État, c'est eux qui le savent. Eux, ils savent qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et physiquement, dans l'apparence que nous vivons, il y a encore des défis. Donc, qu'ils essaient vraiment d'être vraiment beaucoup assidus à leur mission. Nous le souhaitons encore bonne continuation et nous le félicitons pour ces défis relevés et nous l'incitons vraiment à aller vers le rassemblement de toute la population malienne. Nous l'attendons, nous l'espérons très bientôt. Merci. Donc, c'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre émission. L'idée, c'était de parler donc de protocole d'accord, de l'attente qui a eu lieu entre l'État malien et la société d'exploitation minière Barrick. C'est déjà désormais chose actée. On espère que dans l'application, dans la reprise, tout ira. Également, 12 mois pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, 12 mois appréciés. Et l'idée centrale, c'est qu'on souhaite que tout le monde, selon les différentes interventions, que tout le monde se retrouve autour du Mali, puisque ce pays traverse des moments les plus difficiles, et donc il faut réunir tous les fils du pays. Et selon les différentes interventions, le Premier ministre aujourd'hui, ces forces-là, on l'encourage d'aller dans ce sens pour que tous les Maliens puissent se retrouver. Alors, voici un peu le résumé du débat de ce jour. Merci, vous qui nous suivez constamment, et on espère encore vous retrouver le samedi. Le samedi, on aura certainement un autre thème autour duquel nous allons nous entretenir avec nos différents panélistes, nos experts. Baba Boubacar Keïta, qui a toujours été là. Baba, oui. Désormais, la maison African TV et son partenaire Gadi Badien t'accueillent la bras ouverts, c'est désormais chez toi. Mais aussi, moi, je suis satisfait que ta disponibilité ne manque pas. Merci, mon frère. Merci, M. Touali. Monoko. Monoko pour alors, cette considération et cet intérêt. Oui. Et c'est pour le Mali qu'on le fait. Oui. Et il y a un nez au-dessus du Mali pour nous. Oui. Et les questions d'intérêt national, on en parle de façon objective. Oui. Pas pour faire mal à quelqu'un, mais pour que les gens puissent savoir prendre des décisions et savoir ce que le peuple aussi est en train d'en penser. C'est très important. Il ne sert à rien de venir s'asseoir sur un plateau et caresser et partir. Nous voudrons que nous sortions de cette situation et nous voudrons que les Maliens s'entendent et que les Maliens se donnent la main, qu'on rentre par la même porte et qu'on sorte par la même porte, comme on le dit en Bambara. Merci. On doit donc sortir par la même porte. Si on entre, on sort ensemble. Ouais. Et à disperser, on pourra se bousculer sur la porte, mais il faut être en ordre. Merci. Et donc, ça, il faut aussi l'admettre. La construction citoyenne, l'intervention de chacun, la pensée de chacun, les critiques, les observations de chacun, si ça arrive au haut niveau, ils en prennent compte et disent voilà ce que pense le peuple, voilà ce que pensent les citoyens, on doit en tenir compte. C'est très important. Donc, merci pour votre contribution. Merci. Alors, mon frère, vous êtes toujours avec nous, vous êtes l'homme de l'artisanat, vous êtes l'homme du tourisme, vous êtes l'homme du terrain. Alors, toujours, vous dites que non. Si je vous appelle, vous allez venir. Et je suis toujours content que vous soyez là, mon frère. Merci encore une fois de plus d'avoir participé et pris part à cette émission. Merci beaucoup, M. Touali, Monoko. Merci, mon frère Baba, merci. Toujours présent, vraiment avec des arguments, vraiment. On apprend beaucoup de Baba sur le plateau. Félicitations à vous. Merci, merci à tous nos téléspectateurs. Et bravo à vous pour ces brillantes émissions qui appuie déjà même le gouvernement, que ce soit African TV ou Gandhi TV, parce que quand on apporte de l'actualité et des éclaircissements aux actualités,
on informe non seulement, mais on donne également des voies et moyens de communication à d'autres personnes de participer aux débats en ligne. Nous remercions nos spectateurs pour cela aussi. Et vraiment, je resterai disponible pour le Mali, pour Gandhi TV et pour African TV également. Voilà. Merci. Merci. C'est donc sur ces notes de remerciement qu'il me plaît de dire encore un grand merci et bravo à la technique qui se bat toujours pour que les diffusions soient parfaites, parce que c'est eux qui sont là. Et comme vous l'avez dit, on parle, mais on ne parle pas, on ne bavarde pas inutilement. Il faudrait rectifier ça. Vous apportez votre contribution. Il est du devoir du citoyen de donner son opinion, évidemment dans le respect, dans la courtoisie. L'auteur que nous faisons, que nous avons, c'est qu'on prenne prétexte, on insulte vulgairement, on salit, on sabote, on ternit des images des gens et on bafoue certaines autorités. Ça, ce n'est pas admis. Ouais. Mais pour qu'un citoyen aussi accepte de s'exprimer, c'est une très bonne chose. Ouais. Mais il faudrait que la manière y soit. Et j'espère que vous êtes déjà bien lancé et qu'on va rester dans cette logique-là du respect au niveau à notre niveau. Il y a ce qu'on appelle le respect. Pour nous, c'est la déontologie, le principe du professionnalisme qui s'applique à nous. On est tenu de respect dans la logique professionnelle. On ne peut pas sortir de notre cadre. Merci donc à vous également qui nous suivez toujours sur nos différentes plateformes, vous qui nous suivez matin, midi, soir. Et merci de toujours nous accompagner. On est fiers de vous et on fera, pour votre respect, on fera l'effort de toujours nous améliorer. On est des humains, on a des imperfections, mais nous allons nous corriger. C'était donc votre humble serviteur, Monoko Touali, pour African TV, partenaire de Gadi Badien, pour l'émission qui avait pour thème l'entente entre l'État malien et la société Barrick, et évidemment une année de la primature de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et on espère vous retrouver le samedi pour une autre émission, un autre débat. À bientôt.